Voici Marie, une femme nigériane issue de la province d'Edo, qui vivait longtemps, paisiblement sa vie avec son mari. Ils avaient ensemble partagé des moments très appréciables, des moments très mémorables et un foyer très agréable. Avec le temps, ils eurent des enfants. Ils en avaient 3, 2 filles et un garçon. Et c'était merveilleux pour eux. Marie était tellement contente qu'elle ne voyait pas ce que l'avenir lui présageait. À part le bonheur, évidemment, avec un homme qu'il a aimé depuis son enfance. Malheureusement, le matin d'un jour, son homme sortit de la maison, généreusement, comme il le fait toujours, fit quelques bisous à ses enfants, étreignit sa femme en lui disant au revoir, chérie. À plus tard. Je veux aller travailler, me faire de l'argent pour vous entretenir encore de nouveau. Tu sais, nous avons des projets d'avenir. Nous devons finir notre nouvelle maison et ensuite placer des locataires pour que nous gagnions de l'argent et progresser davantage. Le monsieur sortit de la maison après avoir reçu une bise de sa femme et prit le transport en commun pour aller au boulot. Pendant qu'il partait en Afrique, les bruits bouillissants, une population vibrante, une ambiance forte vint s'abattre sur eux, un vent ténébreux de douleur. Boum! C'était un accident. Un grand camion avait franchi les feux et cogné brutalement leur bus. C'était un accident horrible. Beaucoup d'hommes par terre. Des hommes, des femmes, des vieillards. Certains dont on ne pouvait même plus reconnaître le visage. Malheureusement, cet homme généreux, gentil et sympathique en faisait partie. Il n'était plus. Il avait rendu l'âme. Et c'était triste. Mais quelque temps après, la douleur, la peine, les cris déjà. Marie se vit dans une situation complètement obscure. C'étaient les frères de son mari qui lui parlaient subitement très impoliment. Mais des gens qui autrefois étaient gentils avec elle. La famille de l'homme vint chez Marie, lui prit tout l'argent qu'elle avait, lui prit les bijoux qu'avait acheté son mari. L'oncle prit même la télévision, la radio. On lui dépouilla de tout ce qu'elle avait à la maison. Elle n'avait plus rien. Mais par-dessus le marché, Marie était assise par terre. Pendant 7 jours, elle n'était pas autorisée de se laver. Ouais. Vous pouvez bien vous imaginer. Pendant 7 jours, elle ne pouvait pas se laver. Elle était dans le noir. On lui donnait à manger dans un petit plat cassé fait d'argile. Donc, un plat à moitié fait d'argile. Elle ne pouvait que manger avec ça, mais avec sa main gauche. Imaginez-vous, manger avec la main gauche, avec son plat fait d'argile. Plat en argile, cassé en 2, pour manger pendant 7 jours. Elle n'avait pas le droit de se laver, donc elle puait. Elle n'avait pas le droit de bouger. On lui avait coupé ses cheveux. Et il lui était obligatoire de pleurer. Et si elle ne pleurait pas, qu'est-ce qu'on disait? C'est toi qui as mangé le mari. Pourquoi ça se fait que tu ne pleures pas? Parce qu'évidemment, il est normal, quand vous pleurez pendant longtemps. À un moment donné, vous n'arrivez plus à pleurer. Et quand elle arrêtait de pleurer, on lui battait. Ça, c'est une histoire réelle et vraie qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Certainement pas dans tout le Nigeria, mais dans beaucoup de pays en Afrique. Et certaines provinces, certaines tribus. Ce sont les pratiques qu'on voit généralement quand l'homme décède et que la femme reste derrière. Ce sont des choses que beaucoup de personnes ne disent, on n'en parle pas. Les gens sont muets par rapport à ces situations, qui sont censées être appelées traditions. On lui fera porter des pagnes, et sur ces pagnes, on va jeter de l'eau et de l'urine. Donc les gens viennent là, ils urinent dans un jar ou dans une histoire là comme ça, et on va lui jeter l'urine. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait encore? On invoque l'esprit du mari, du défunt mari, dans une chambre noire, et on demande à Marie de s'expliquer, de justifier qu'elle n'est pas coupable devant l'esprit, pour justement s'assurer que ce n'est pas elle qui a tué le mari. La réalité est quoi? Dans la plupart des cas, peut-être plus aussi fréquemment aujourd'hui, quand le mari décède, on accusait généralement la femme. Et on accuse dans beaucoup d'endroits, on accuse la femme. On dit qu'il a mangé le mari. Il a sacrifié le mari dans sa sorcellerie. Donc le mari est décédé, c'est à cause d'elle. C'est elle la sorcière. Et généralement, la femme est obligée de démontrer. Donc elle est coupable avant investigation. Elle doit démontrer qu'elle n'a pas mangé ou tué son mari. Et on lui demande de le démontrer et de nier sa responsabilité après avoir invoqué l'esprit du mari. Et quelquefois, les gens lavent le corps du mari. Et si ce n'est pas la femme qui est forcée à laver, on parle de l'histoire. Je suis en train de vous raconter l'histoire de cette madame Marie. On lui a forcé de laver le corps de son mari, de prendre l'eau qui était retenue après le lavage du corps, et de boire cette eau. Je ne sais pas si on s'attendait à ce que cette eau fasse des effets. Évidemment, sur le plan scientifique, les effets ne peuvent pas être positifs. Mais je pense qu'on s'attend à ce que quelque chose de négatif arrive, prouvant qu'elle est coupable du décès de ce mari. Et ce n'est qu'après 7 jours qu'on lui autorise de partir se laver. À minuit, elle doit quitter la maison et partir à la rivière. Et pas dans la douche, se laver dans la rivière. Ou prendre une bassine et aller se laver dehors, à minuit. Et on vous dit que ces pratiques sont tellement fréquentes que beaucoup de femmes se font agresser dans la nuit quand elles sortent de la maison nues pour aller se laver. Et c'est bien ça, c'est triste. Il n'y a pas que le Nigeria, ce sont des pratiques qu'on voit dans beaucoup de pays. Au Malawi, en Namibie, une partie de la République démocratique du Congo, on ne peut jamais généraliser tout le pays. Ce sont des gens spécifiques, des tribus spécifiques qui font des choses bizarres. Alors on doit se poser la question de savoir, est-ce que ces pratiques en valent la peine? Est-ce que ces pratiques en valent la peine? C'est vrai, on doit avoir une identité. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il faudrait
respecter ce genre d'histoire. Bon, moi, personnellement, j'ai vu ça. J'ai vu ça avec l'une de mes sœurs, dont le mari est décédé. OK? Et ce qu'ils essayaient de faire là, on a voulu prendre même le petit téléphone du mari. On doit donner tout, n'est-ce pas? Vous voyez? On prend tout. On prend les habits, les chaussures, tout ça. On veut même le téléphone du mari. On bafoue le fait qu'il y a l'intimité, il y a la famille, il y a les photos de la femme et son mari et ses enfants, ses souvenirs personnels. Mais on veut le téléphone. Pourquoi on veut le téléphone? On ne voulait pas le téléphone parce que c'était le téléphone. On voulait le téléphone parce qu'ils voulaient aller vendre le téléphone et se faire de l'argent, c'est ça. On ne comprend pas le sens. Qu'est-ce qui est beaucoup plus important? La mémoire, les souvenirs qu'une femme pourrait garder de son mari avec le téléphone de mon mari. Mes enfants peuvent voir, même dans 20 ans, le téléphone de leur père. Par rapport à vous, votre possibilité de prendre le petit téléphone et le vendre à quelques 200, 300 francs. C'est ça. Et moi, personnellement, ça m'a tellement fait mal. Je voulais réagir, mais on m'a dit non, n'entre pas dans cette histoire. Laisse-les prendre tout ce qu'ils veulent. Laissez-les prendre tout ce qu'ils veulent. Qu'ils prennent et qu'ils partent. Le mariage est fini. Et ce sont ces genres d'histoires, je ne sais pas si c'est humain. Je ne sais pas si c'est humain. On ne peut pas se dire qu'on est égal à un Français. Je suis désolé de vous déranger. Égal à un Belge, égal à un Flamand, je ne sais pas, un Norvégien, à un Suédois. Avec des pratiques comme ça. Et les gens ont peur d'aller en justice. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a cette superstition. On pense que on pense que cette puissance ésotérique est beaucoup plus puissante que la justice. Donc si vous accusez une personne dotée d'une puissance ésotérique, cette personne risquerait de vous faire du mal, même si vous l'avez accusée en justice. Alors les gens ont peur de partir en justice et de logiquement réfléchir sur ces histoires. Et aussi, ça se passe partout. Il y en a en Ouganda, il y en a en République centrafricaine, il y en a quelque part chez la RDC, chez les Congolais. Notre caméraman, c'est un Congolais. Alors, il y a l'autre histoire aussi, la femme trompe, qu'est-ce qui se passe? La femme trompe son mari, quelque chose lui arrive, c'est ça? Comment vous appelez ça? Chibao, c'est quelle tribu ça? Ok. Il y a apparemment une tribu en RDC où, je crois que c'est les Balouba. Les Balouba, on dit ça, non? Si en fait, vous faites votre pacte, vous êtes assis, vous discutez, vous agréez à l'histoire, c'est-à-dire on fait un pacte où si la femme ose tromper son mari pendant qu'ils sont mariés, si la femme ose voir une autre personne, des choses maléfiques et négatives et obscures arrivent dans la famille. Et généralement, si elle ne confesse pas, les enfants commencent à devenir malades, les enfants commencent à tomber, mourir. Et si elle ne confesse toujours pas, la femme elle-même risquerait le prix fort. Donc elle est obligée de se repentir et dire écoutez, j'ai violé mes obligations, pardonnez-moi. Espérant qu'on lui pardonne. Bon, la question qui se pose, est-ce que c'est valide de deux côtés? Apparemment pas. C'est simplement valable quand c'est la femme qui ose faire voilà. Quand l'homme le fait, l'esprit n'est pas là. Je ne sais pas si ce genre d'histoire, ce genre de pratique. Moi, je pense que s'il faut appeler la magie, la tradition ancestrale des puissances, des génies, pour garder une relation ou un mariage, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Je pense que vous devriez vouloir vous marier et rester fidèle à une personne, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a fusil sur votre tête pour rester loyal. Absolument pas. Je n'en veux pas, moi. Je n'en voudrais pas. Ça ne se limite pas en RDC ou au Nigeria. Ce sont des choses qu'on voit partout en Afrique. Avec un peu d'investigation, vous serez choqués de voir les choses qui se passent. Il y a même une tribu ici quelque part où les femmes, en fait, avant que l'homme épouse sa femme, l'homme doit aller chez les tantes, c'est-à-dire les tantes de la femme, passer des nuits avec les tantes de la femme, au moins une nuit, pour qu'elle certifie que l'homme est homme, on doit le prendre, on doit l'accepter ou pas. Ce sont des choses bizarres, en tout cas pour moi, pour beaucoup de personnes aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ces genres de pratiques, commençant de ce que Marie a vécu à Edo Estate, au Nigeria, ce qui se passe dans certains autres pays, en Namibie, Malawi, en RDC, où la femme doit donner l'autorisation aux esprits au cas où elle faisait quelque chose d'inacceptable sur le plan conjugal, qu'elle mourrait, ou ses enfants. Ou encore ce qui se passe en Ouganda, où les femmes doivent... Enfin, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.